dans les coulisses du Pays d'Art et d'Histoire, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie, bienvenue dans ce podcast dans lequel Thomas vous parle des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans cette deuxième année de notre podcast, nous recevons à chaque épisode un partenaire avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, qui nous explique comment ils travaillent dans leurs coulisses et comment se matérialise le partenariat avec le Charolais-Brionnais. Bonne écoute! Depuis quelques années, le Pays Charolais-Brionnais organise des bocabalades. Ce sont des balades dans le bocage qui permettent de découvrir le patrimoine et son environnement naturel et de sensibiliser à la protection du bocage. Ces bocabalades font d'ailleurs l'objet d'un précédent podcast que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur YouTube ou encore sur Spotify. Depuis la saison 2024, le Pays Charolais-Brionnais collabore avec des professionnels issus de différents domaines dans le cadre des bocabalades afin d'ouvrir ses visites à de nouveaux champs de connaissances. Ornithologie, biologie, géologie ou encore peinture. Cela permet d'avoir une balade commentée à deux voix, mêlant le patrimoine à la spécificité de l'invité du jour. Aujourd'hui, Thomas et moi recevons Benoît Dury, ornithologue. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Benoît, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. L'année dernière, tu as co-animé une bocabalade avec Thomas, c'était à Monceau-l'Étoile. Et cette année, ce sera à Saint-Christophe-en-Brionnais le 13 juin. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Benoît Dury, je suis ornithologue amateur depuis de nombreuses années. J'ai créé ma micro-entreprise en tant qu'ornithologue en 2015. J'ai toujours habité au sein du territoire du Pays Charolais, mis à part pour mes 2 années d'études où j'étais en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par la nature en général, mais plus particulièrement par les oiseaux. Et comment on en vient à devenir ornithologue ? Alors déjà, pour devenir ornithologue, d'un point de vue professionnel, il faut faire des études dans l'environnement, de type BTS, licence ou même des études universitaires. Mais il faut surtout acquérir de solides connaissances naturalistes, et ces compétences ne s'acquièrent pas à l'école, mais sur le terrain. C'est donc après de nombreuses heures passées sur le terrain à observer les oiseaux qu'on peut enfin devenir ornithologue. Ouais, tu es obligé de faire pas mal de sorties. Vraiment, c'est ça qui te prend du temps et c'est ça qui te fait apprendre le métier. Oui, c'est ça en fait. Toutes les espèces d'oiseaux, on peut les reconnaître sur un guide. Mais dans la nature, tout est différent, la lumière, les plumages, la distance avec les oiseaux. Donc c'est vraiment les années passées sur le terrain qui nous permet d'évoluer et enfin de reconnaître pratiquement toutes les espèces. Ouais. Et justement, en quoi consiste le métier d'ornithologue au quotidien ? Alors, quand on fait ornithologue professionnellement, donc c'est un métier qui a de nombreuses facettes. Alors tout d'abord, ça peut être des inventaires dans le cadre d'études d'impact, ou ça peut être aussi des inventaires pour des atlas, comme les atlas de biodiversité communale, qui se développent de plus en plus. En fait, un maire et un conseil se demandent quelles sont les espèces sur leur territoire, et nous, on intervient pour faire un état des lieux complet des différentes espèces qu'il y a au sein de ce territoire. Donc ça se passe comment ? Vous allez sur le territoire et vous notez tous les oiseaux que vous croisez ? Voilà, c'est ça, des inventaires à différentes périodes pour avoir vraiment une vision d'ensemble. Donc au moment de la nidification, bien sûr, au printemps. Ça peut être aussi pendant les migrations, donc à l'automne et au printemps, et en hiver, où on ne retrouve pas forcément les mêmes espèces. Des espèces du nord de l'Europe qui viennent hiverner chez nous, et à l'inverse, les nôtres vont hiverner plus au sud, en Espagne ou même en Afrique. Ouais, c'est ça qui fait aussi l'intérêt du métier, quoi. C'est que toute l'année, ça change. Voilà, c'est ça. Toutes les espèces ne sont pas là toute l'année. On peut rencontrer des espèces différentes toute l'année. Donc c'est un métier très varié, très enrichissant. Et il y a aussi une part consacrée donc à l'animation, comme pour les bocabalades, où on peut emmener le grand public, les scolaires, pour les sensibiliser à l'observation des oiseaux, leur permettre de voir des espèces qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer en temps normal. Et enfin, il y a une dernière part qui est l'étude au cas par cas, donc c'est-à-dire des études spécialisées sur certaines espèces. Ça peut être via du bagage de certaines espèces, ou maintenant ça se fait de plus en plus avec des balises. On équipe les oiseaux avec des balises et on peut suivre leur mouvement dans toute l'Europe, même jusqu'en Afrique. Ça permet de suivre les voies migratoires et de savoir ce que les espèces font tout au long de leur voyage. D'accord.
Donc, le travail d'ornithologue, en fait, il consiste, par exemple, là, sur la dernière mission dont tu parles, tu bagues ou alors tu balises et après, tu as un suivi sur un logiciel. Tu Voilà, c'est pas pour ça. les bagues, mais pour les balises, quoi, par exemple. Exactement. Ouais. Alors moi, personnellement, j'ai pas de permis de bagueur, mais j'ai des collègues qui le font. Donc il y a le système de bague, ce qu'on appelle une bague alu. Donc là, on met une toute petite bague à la patte de l'oiseau. Donc si quelqu'un le récupère dans ses filets plus tard, on peut savoir d'où l'oiseau vient, à quel moment il a été bagué. Et avec le système de balises, c'est des toutes petites balises qui sont plus souvent collées sur le dos de l'oiseau. Et ça permet d'émettre en continu. Donc on peut savoir à quelle heure l'oiseau est passé à tel endroit, combien de temps il vole. Ça permet vraiment d'avoir une vision complète de sa migration dans l'espace et dans le temps. D'accord. Et toi, est-ce que tu as un oiseau coup de cœur qu'on pourrait observer en Charolais-Brionnais? Alors oui, donc c'est un oiseau qu'on a rencontré l'année dernière pendant la Bocabalade justement. Donc il s'agit de la pygrièche écorcheur. C'est un petit passereau migrateur qui revient chez nous principalement à partir du mois de mai. On peut l'observer assez facilement. Elle est souvent perchée sur des fils électriques ou en haut d'un buisson. Le mâle est assez coloré avec un bandeau noir, une calotte grise, des ailes et un manteau brun qui tranche avec une gorge blanche et une poitrine teintée de rose. La femelle est plus terne, grisâtre, on peut la comparer un peu à un gros moineau. Son nom d'écorcheur lui vient du fait qu'elle empale ses proies sur un buisson épineux qu'on appelle un lardoir. C'est sympa. Oui, oui, c'est un peu pour ça que c'est un oiseau atypique et c'est vrai que c'est la seule espèce, enfin les pygrièches en général sont les seules espèces d'oiseaux à faire ça. C'est vrai que tu nous avais fait découvrir cet oiseau pendant la Bocabalade à Monceau-l'Étoile et ça nous avait marqué avec Aurélien à l'époque. On l'avait, au Pays d'Arrêt d'Histoire, en tout cas surnommé Vlad l'Empaleur, cet oiseau. Oui, effectivement, ça peut donner un côté pas trop sympathique à l'oiseau. Pourtant, ça lui permet de faire un garde-manger. Et pendant certaines périodes où il fait trop sec ou trop humide, comme ça, elle peut conserver quelques proies sur son buisson et jamais manquer de nourriture. Voilà. Ça veut dire que si on est attentif et un peu connaisseur, on peut voir des gardes-manger. On peut tomber dessus. Alors, tous les individus ne le font pas. C'est pas la spécialité de l'espèce en général. C'est vraiment spécifique à certains individus. Et après, il faut bien connaître le territoire de l'oiseau. Ça reste des oiseaux assez discrets, hein. C'est comme de trouver un nid, c'est assez délicat. Mais avec un peu de persévérance, c'est une chose qu'on peut découvrir, oui. Ouais, ouais, d'accord. Et il me semble qu'elle peut aussi attraper des petits rongeurs, c'est ça? Oui, effectivement, elle a un petit bec crochu, en fait, un peu comme un petit rapace. D'ailleurs, pendant des années, elle a été classée comme rapace avant d'être un passereau. Et effectivement, elle se nourrit principalement d'insectes, hein, donc des orthoptères, donc des sauterelles, des grillons. Mais ça lui arrive fréquemment de capturer des petits rongeurs, voire des oisillons. Elle peut aller dans un nid et capturer des tout petits oisillons. Et ça nous arrive d'en trouver empalés sur les buissons épineux. Sympathique. Et oui, ça reste un prédateur, mais bon, c'est la nature. Donc on évolue dans un territoire particulier, hein, dans le Charolais-Brionnais. On a un bocage qui est certainement le mieux conservé en France, avec énormément de linéaires de haies. Est-ce que ce paysage particulier, il a un impact sur les oiseaux qu'on peut observer? Alors oui, exactement. Le bocage charolais-brionnais, pour avoir un peu voyagé en France, est quand même particulièrement bien préservé. On a un linéaire de haies qui est vraiment particulier. Il y a encore beaucoup d'arbres, même au sein des prairies, il y a encore beaucoup d'arbres. Et c'est vrai que ça fait une mosaïque de milieux qui est particulièrement propice aux différentes espèces d'oiseaux. En plus de tout ça, on peut dire qu'on a un réseau hydrographique assez particulier aussi, avec beaucoup de petites rivières, beaucoup de mares. Et c'est vrai que pour la biodiversité en général, c'est vraiment quelque chose de très important. D'autant plus qu'on est une région d'élevage, donc peu de céréales, donc peu de pesticides. Donc il y a énormément d'insectes pour les oiseaux. Et pour les oiseaux, c'est vrai que ça fait un milieu qui est particulièrement intéressant. D'ailleurs, ça se retrouve dans les différentes espèces qu'on peut retrouver. On retrouve énormément d'espèces généralistes, donc des espèces qu'on peut retrouver à peu près partout. Mais on a aussi beaucoup d'espèces spécialisées dans ce type de milieu, comme par exemple l'espèce que j'ai citée juste avant, la pygrièche écorcheur. On a aussi sa cousine, la pygrièche à tête rousse, qui devient de plus en plus rare en France. Mais dans le Charolais-Brionnais, on a encore une très belle population, comme dans une bonne partie de la Saône-et-Loire d'ailleurs. On retrouve aussi d'autres espèces comme le tarier-pâtre, on pourrait dire aussi la huppe faciée, la chouette chevêche, qui sont vraiment des espèces
plutôt inféodés aux steppes, voire aux garrigues dans le sud de la France. Et chez nous, avec notre milieu ouvert, donc toutes les prairies, elles peuvent trouver la nourriture et avec tous les arbres, le gîte pour nicher. Voilà, donc c'est un milieu qui est vraiment riche. Et je pense que c'est important de le faire découvrir justement aux gens pour qu'ils se rendent compte de la richesse de notre patrimoine naturel. Et tu nous avais parlé pendant la Boca Balade à Montceau-l'Étoile d'espèces qui étaient même liées à l'élevage bovin. Bah oui, en effet, justement, la pie-grièche qui se nourrit principalement d'insectes, elle a vraiment besoin de prairies pâturées. À partir du moment où le milieu n'est plus pâturé, donc qu'il n'y a plus d'élevage, c'est des espèces qui disparaissent. Même si la haie est bien préservée, même si le milieu en soi paraît propice, le peu qu'on mette quelques cultures, un peu plus de pesticides, un peu moins d'élevage, le fait d'avoir de l'élevage, ça attire des insectes. Et du coup, c'est des espèces qui trouvent plus forcément la nourriture. Et quelquefois, ça se joue à assez peu de choses, assez peu de détails. Et c'est des espèces qui sont vraiment inféodées à l'élevage. C'est intéressant de voir comment les espèces interagissent entre elles grâce à ces explications. Et est-ce que tu aurais un conseil pour apprendre à mieux observer les oiseaux au quotidien? Parce que c'est vrai qu'en fait, on en voit tout le temps, mais des fois, bon, déjà, c'est difficile de les identifier, par certains quand même qu'on connaît plus ou moins tous. Mais quel serait ton conseil pour apprendre à mieux les observer? Alors déjà, je pense qu'il faudrait faire l'inverse de ce qu'on fait un peu tous au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps en fait. Ouais. Pour observer les oiseaux, il faut de la patience. Voilà, donc il faut souvent se fondre dans le décor, faire le moins de bruit possible et juste prendre le temps d'observer. Donc c'est vrai que les oiseaux, principalement, on les repère à la vue. On peut les observer en vol, on peut les voir poser. Mais il y a un autre sens qui est très important pour les oiseaux, c'est l'ouïe. Parce que comme on sait, les oiseaux chantent. Il y a même certaines espèces qu'on entend chanter mais qu'on ne voit jamais. Comme par exemple le coucou ou le rossignol. Beaucoup de gens peuvent dire qu'ils ont entendu un coucou sans forcément le voir. Et c'est encore plus vrai pour le rossignol qui chante toujours dans un buisson ou dans un taillis très dense. Pourtant, il a un chant très très sonore qu'on peut entendre à plus de 200 mètres, mais on le voit pratiquement jamais. Donc mon premier conseil, c'est de la patience déjà. Ensuite, prendre le temps d'observer ce qui nous entoure. Donc c'est vrai qu'à l'œil nu, on peut voir déjà beaucoup de choses, hein. On peut voir un vol de martinet en ville, on peut voir un vol d'hirondelles, on peut voir des mésanges, des moineaux qui viennent assez près des habitations. Mais le mieux pour pouvoir observer les oiseaux, c'est quand même d'avoir une paire de jumelles. Parce que ça reste des espèces qui sont assez farouches. Et c'est vrai que le fait d'avoir une paire de jumelles, ça permet de les voir dans de meilleures conditions. Et si on veut aller un petit peu plus loin, donc pour l'identification, il faut avoir un petit guide d'identification. Il en existe énormément de sortes différentes. Il y a des guides pour les débutants, des guides pour les personnes plus confirmées. Et c'est vrai que quand on commence de se plonger dans l'ornithologie, on se rend compte d'une grande diversité d'espèces et que l'identification n'est pas toujours aisée. Donc un guide est quand même vraiment pratique. Une paire de jumelles et un guide, j'ai envie de dire que c'est un peu les outils de base pour pratiquer l'ornithologie. D'accord. Et en termes de lieu, un point de vue un peu dégagé ou même en fait dans son quotidien, enfin au bord d'un étang ou en balade, il y a des endroits qui sont un peu plus appropriés que d'autres? Alors, les oiseaux, c'est un gros avantage avec cette espèce. Quand on est naturaliste et qu'on étudie différentes espèces comme les mammifères, les insectes, on se rend compte que les oiseaux sont à peu près présents partout. En ville, on a des oiseaux, en campagne, on a des oiseaux, en bord de mer, on a des oiseaux, en montagne, on a des oiseaux. Mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans des milieux un peu plus diversifiés, c'est-à-dire quand on est sur une zone de contact entre un étang, une forêt, une prairie, quand on a une grosse diversité de milieux, et ben la diversité d'espèces va avec en fait. D'accord. Ouais. Donc si vous allez dans une culture ou en ville, vous aurez 5-6 espèces d'oiseaux à voir facilement. Dès que le milieu se complexifie, on peut facilement monter à 20-30 espèces. Donc c'est vrai que dès qu'on va sur une zone d'étang avec une forêt à côté, on a beaucoup plus de chances de voir des oiseaux que si on va juste sur une culture ou qu'on reste en ville. Une des très bonnes solutions pour mieux observer les oiseaux, c'était de venir à la Boca Balade à Montceau-l'Étoile l'année dernière avec toi, parce que tu étais là pour nous guider dans cette observation. C'était la première fois que tu travaillais avec nous, donc en 2025.
C'était quoi l'intérêt pour toi d'intervenir auprès du PH et est-ce que tu en as retenu des choses? Alors, travailler avec le pays charolais, c'était un peu la manière de faire le lien entre le patrimoine culturel, historique et la biodiversité, qui souvent d'ailleurs sont liés, parce qu'un territoire où on prend soin de son patrimoine culturel et historique, est souvent un territoire où on prend soin aussi de son patrimoine naturel. Quand on prend soin d'un paysage, on prend soin de la biodiversité qui va avec. Donc c'était aussi la manière de toucher un public un peu plus large, qui ne seraient pas forcément venus ou dirigés vers l'observation des oiseaux. Je garde d'ailleurs un très bon souvenir de cette boca balade. Et inversement, hein, je pense qu'on a des gens qui ne seraient pas forcément venus sur une visite patrimoniale, mais qui sont venus pour les oiseaux, donc Ouais. ça a été gagnant-gagnant, si je peux dire. Ouais, je pense que ça peut ouvrir justement d'autres visions du patrimoine, parce que le patrimoine, c'est un tout. Et c'est vrai qu'on a eu quand même un public assez large, assez éclectique, hein, avec des jeunes, des personnes un peu moins jeunes. Et c'était vraiment sympa de voir cette diversité. Et je pense que les gens vont vraiment apprécier de voir leur territoire autrement. Ouais, je suis assez d'accord. Et est-ce que tu as un souvenir marquant lié à justement peut-être à cette boca balade ou à ton travail de préparation avec Thomas? Alors bon, j'ai pas énormément de recul pour l'instant parce que j'en ai fait qu'une donc l'année Ouais. dernière. Mais j'ai une anecdote sur la dernière Boca Balade, donc à Mont-Sol-Étoile. Donc on faisait une pause avec le groupe pour observer la fameuse pygrièche écorcheur. Il y avait un couple d'ailleurs, hein, qui était en train de fabriquer son nid de mémoire. Il traînait de la paille. Et il y a une personne du groupe qui nous fait remarquer qu'il y a un animal mort ou blessé au bord du chemin. Alors on s'approche tous et on s'est rendu compte que c'était un levreau, donc un petit lièvre qui était complètement tétanisé. Il a dû être dérangé donc lorsqu'on est passé et au lieu de prendre la fuite, il a décidé de se terrer dans l'herbe, les oreilles baissées, et en fait il était complètement immobile, il ne bougeait pas d'un brin. Donc on a pu le regarder dans de très bonnes conditions. Après on n'a pas trop insisté non plus, hein, pour pas le déranger, et d'ailleurs quand on a continué notre chemin, en retour il n'était plus là, hein. Mais c'était assez marrant de voir que les gens, qui seraient sûrement passés à Hmm. côté en temps normal, Sans le voir, ouais. ont pris le temps justement d'observer ce qui les entourait et se sont rendus compte que quand on prend le temps de regarder, eh ben, il y a de la nature partout. Et du coup, c'était assez sympa et je pense que tout le monde avait apprécié de voir ce lièvre. Ouais, c'est sympa comme anecdote parce que oui, effectivement, comme tu dis, quand on prend le temps de regarder, d'observer avec attention, on voit des choses qu'on n'aurait pas pu voir en se promenant de manière plutôt classique et Voilà, sans avoir les sens un peu alertés exactement. par un guide. Voilà, quand on était parti, donc on prenait vraiment le temps de s'arrêter pour écouter les différentes espèces. Donc l'essence était forcément plus en éveil qu'en temps normal. Quand on a un but, qu'on sait qu'on est là pour observer, c'est vrai qu'on prend vraiment le temps de voir ce qu'il y a autour de nous. Et la majorité du temps, on découvre aussi beaucoup plus de choses. Ouais. Donc effectivement, nous, on a rejoint ce constat de visite très réussi, à tel point qu'on reprogramme une nouvelle Boca Balade cette année avec toi. Donc cette fois, ça ne sera pas à Mont-Sol-Étoile, mais à Saint-Christophe-en-Brionnais. À quoi s'attendre? Est-ce qu'il y a des différences qui peuvent être visibles par rapport à celle de l'année dernière? Qu'est-ce que tu en penses? Alors à Saint-Christophe, bon, on risque dans les grandes lignes de retrouver quand même des espèces de bocages principalement. Par contre, ce qu'on avait à Mont-Sol-Étoile qu'on n'aura pas à Saint-Christophe, c'est l'Arconce. Donc c'est vrai qu'on a fait une bonne partie de la balade le long de l'Arconce, donc on a retrouvé des espèces plutôt inféodées au milieu humide, comme le guépier d'Europe, les hérons garde-bœufs. Et ça, c'est des espèces qu'on risque de ne pas rencontrer à Saint-Christophe-en-Brionnais. Ce sera peut-être plus des espèces typiques du bocage, mais on risque de rencontrer pas mal d'espèces, je pense, parce que le bocage de Saint-Christophe est très préservé. Donc on risque de rencontrer, j'espère, la fameuse pygrièche écorcheur. Peut-être la pygrièche à tête rousse, un peu plus discrète, mais il y a quelques couples quand même dans le secteur. La huppe faciée, le rossignol qu'on entendra probablement chanter. Et après, tout un tas d'autres espèces qu'on risque de rencontrer, des espèces plus généralistes. Et après, dans ce type de balade, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. On a toujours des surprises. Peut-être un lièvre couché sur le bord du chemin. On avait vu, je crois, aussi des choucas pendant la visite. Oui, alors ça, c'était vraiment au départ. Donc ça, c'est des espèces qui nichent plutôt en ville.
Et c'est vrai que sur le parking à Mont-Saul-Étoile, quand on commençait la balade, j'ai mis un chouka posé sur une cheminée dans la longue vue. J'ai demandé aux gens de regarder et je leur ai demandé pour eux quel oiseau c'était. Et tous les gens m'ont répondu c'est un corbeau. Alors bon, c'est l'erreur classique parce qu'en fait on ne connaît pas forcément juste les espèces de corvidés. La majorité des gens font encore la confusion entre une corneille, un corbeau et même un chouka, alors que pourtant c'est les oiseaux les plus communs qu'on rencontre au quotidien. Ouais. Donc c'était intéressant de leur faire remarquer ça, de leur montrer que le chouka était plus petit, la tête grise. En plus, il niche souvent dans les cheminées, dans les anciennes mitres des cheminées. Il fait son nid à l'intérieur, à l'inverse des corneilles ou des corbeaux qui font des nids dans les arbres. Donc c'était vraiment la première approche, le début de la balade, pour montrer aux gens qu'en fait, on ne connaît pas forcément ce qui nous entoure. Et c'est le moment justement d'approfondir les choses. C'est vrai que c'était marrant ça parce qu'on était au niveau de l'église, c'était là qu'on commençait la visite sur ce parking et on n'avait pas fait 1 mètre que tu avais déjà déployé la longue vue et il y avait déjà des oiseaux à voir alors qu'on n'avait pas commencé la visite finalement. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait les oiseaux sont partout, il faut juste prendre le temps de les regarder. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de l'événement de la Boca Balade du 13 juin? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu organises des sorties ou des animations? Alors pour l'instant, des animations hors programme associatif, je fais que la Boca Balade. Oui. J'aimerais peut-être développer un peu pour m'adresser au grand public en règle générale. Mais sinon, je fais partie de plusieurs associations. On pourrait citer l'AOMSL, donc c'est l'association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire. On a un calendrier de sorties sur l'année, donc à peu près partout en Saône-et-Loire. Il y en a quelques-unes dans le Charolais-Brionnais. Donc là, par contre, c'est plus des sorties qui s'adressent aux adhérents. Mais il y a aussi des sorties grand public. On peut voir le calendrier des sorties sur Facebook. Il suffit de taper AOMSL. On peut facilement trouver le calendrier de sorties. Je fais aussi partie de la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Il y a une antenne départementale, donc en Saône-et-Loire. Il y a aussi un calendrier très fourni de sorties qui s'adresse au grand public. Après, personnellement, je participe à plusieurs inventaires pour la protection, la connaissance des oiseaux. Par exemple, là, je suis en train de faire mon carré stock. Donc le stock, c'est le suivi temporel des oiseaux communs. En fait, dans toute la France, il y a des points d'écoute qui sont tirés au hasard. On a un carré qui nous est assigné et tous les ans, à la même période de l'année, on doit aller sur ce carré, faire les relevés des oiseaux qui chantent. Et c'est ce qui nous permet vraiment de nous rendre compte de l'évolution des populations d'oiseaux sur le long terme. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de base de données précises sur tous les oiseaux communs. Souvent, c'est un ressenti, les gens nous disent il y a moins d'hirondelles ou il y a moins d'alouettes. Quand on se balade avec les anciens, ils nous disent qu'il y avait beaucoup plus d'oiseaux qui chantaient avant. Mais c'est compliqué de se rendre compte précisément si on n'a pas un état des lieux précis des populations à un instant T. Donc ce stock, ce suivi temporel des oiseaux communs, c'est ce qu'on appelle aussi de la science participative, c'est ouvert à peu près tout le monde. Le peu qu'on connaisse un petit peu les oiseaux et qu'on ait un peu de temps à y consacrer. Et donc il y a énormément de personnes, bénévoles, qui font ça dans toute la France et ça nous permet vraiment de statuer sur l'évolution des espèces d'oiseaux communes. Merci Benoît d'avoir répondu à nos questions. Avant de finir, il me semble que tu souhaitais nous lire un court extrait d'un livre. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est tirée du livre de Jean Rostand, Le droit d'être naturaliste. Et la phrase est donc « Il est des moments où je me demande si nous ne serons pas les derniers amants du réel, les derniers à nous servir passionnément de nos yeux pour rendre justice aux féeries du visible. » Eh bien, merci beaucoup Benoît, merci Thomas. Donc nous pourrons retrouver Benoît et Dominique Fayard, donc, qui est directrice du Pays Charolais-Brionnais et qui va donc co-animer la Boca Balade du 13 juin à Saint-Christophe-en-Brionnais. Donc ce sera à 9h. Départ à 9h. Départ à 9h. Et donc c'est sur inscription auprès de l'Office de tourisme de Marcigny-Saumur. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc cette Boca Balade, elle s'inscrit dans le programme des rendez-vous du Pays d'art et d'histoire 2026. Vous pouvez retrouver la petite brochure que nous avons réalisée cette année dans les offices de tourisme et également sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux évidemment. Merci à tous les deux. Merci. Merci Marie, merci. Au revoir. Benoît.